J'ai grandi dans un quartier de Dakar. Je suis une vraie Dakaroise. Je suis née à la rue du Docteur Calmette. À l'époque, les Africains, nous, on l'appelait sans fil parce que c'était à côté des postes de télécommunications. Les premiers téléphones, les gens appelaient ça sans fil. On était entouré pratiquement de beaucoup de maisons militaires, les immeubles des militaires français qui y habitaient. La plupart des gens qui habitaient autour, c'était des Français, mais il y avait des coins comme ça qui étaient typiquement africains. On était au bord de la mer, on passait beaucoup de temps à ce qu'on appelle maintenant la plage de Madeleine, mais qu'on appelait Ngadié, qui était un coin très rocailleux, très rocheux, à la limite même dangereux, pour faire des maisons, des villas et tout ça. Nous, on venait parce que c'était un peu notre baptême du feu. Kouniémé Sangou Gadié, finalement, tu faisais partie de la cour des grands, quoi. Et nous, les femmes en particulier, de Nyonyo, d'Ignéfé, bon, tu vois, on n'était pas très féministes, mais aussi on avait envie de montrer qu'on avait le courage de venir se baigner ici. Nos vacances, on les passait ici. Hein. On les passait ici. Ah là là, ça nous rend nostalgiques. Hein. Je crois que mon rêve, c'était un peu comme tout le monde, sans le définir de manière nette. Je voulais d'abord une profession libérale, c'était clair, je voulais être médecin. Et je crois que ça a beaucoup joué sur mon aspect un peu humanitaire ou un peu trop humaniste. Et deuxièmement, je crois, comme beaucoup de gens, je voulais me marier, avoir des enfants sans plus. Disons que ce que je vis maintenant n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu espérer quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai toujours été à cheval entre deux mondes, aussi bien le monde de l'Occident, que j'ai connu très très jeune, et ce monde africain pour lequel quand même je me sentais complètement tournée vers. C'est vrai que j'étais consciente d'une chose, c'est que je n'aimais pas le colonialisme parce que je l'ai vécu directement. J'étais dans une école où j'ai passé tout mon cycle primaire, j'étais toujours la seule noire dans la classe. Et c'est vrai, donc très jeune, j'ai compris ce que c'était la différence. J'étais à l'école dans un monde de Toubab et je rentrais à la maison. On n'habitait pas loin, mais c'était quand même un quartier d'Africains populaires et je vivais un autre monde. Issue d'une famille catholique de 6 enfants, Marie-Angélique Savané, pionnière du mouvement féministe sénégalais, nous relate sa vie. Une vie à cheval entre la culture dakaroise et la culture du Sud. Dakar, capitale du Sénégal où elle est née, et la Casamance, sa région d'origine. Plus d'un demi-siècle de vie pleine de soubresauts. Beaucoup de gens ne comprennent pas que malgré qu'on ait grandi ici, on soit toujours casamançais. Mon père, quand même, s'est marié ici, a connu ma mère ici. Et malgré tout, il a toujours fait en sorte qu'on ait une culture casamançaise. Chez les Casamançais, il y a un sentiment très profond de différence. On n'est pas comme les autres. Il y a un fleuve qui sépare, il y a des langues, il y a une manière d'être. C'est surtout un écosystème différent. Qu'on le veuille ou non, c'était un paysage de forêt où les gens ont des valeurs, ont une manière de se relier les uns aux autres. Le mode de vie en forêt est un mode de vie où le corps s'exprime en permanence. Ce n'est pas nécessairement par le biais de la parole. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, les gens ne parlent pas beaucoup. Les gens dansent énormément. Pour survivre en forêt, il faut être solidaire. Donc le culte de la solidarité est très très important. Mais dans cette solidarité, individuellement, on n'existe que parce qu'on est loyal vis-à-vis du groupe.
Donc la loyauté, le sens de la discipline, ce sont des choses très importantes dans nos cultures en Casamance. Dans nos cultures, tu as une parole. Une fois que tu l'as donnée, tu es là, tu ne bouges pas, tu te colles à cette parole. Et ça veut dire que ne pas maintenir cette parole, c'est perdre la face. Perdre la face, c'est ne plus faire partie du groupe, parce que c'est des sociétés où, dans le cadre initiatique, ils sont formés à vivre dans une fratrie. S'il y a bien une chose qu'elle a retenue de ses origines casamançaises, c'est bien entendu la combativité des femmes de cette région. Une région qui a même vu une femme diriger une armée masculine. On se souvient encore d'elle, Aline Sitoé Diatta, symbole pour toute une communauté. En Pays Diola, la femme a une place centrale qu'elle joue parce que c'est la mère nourricière, c'est elle qui cultive le riz, c'est elle qui produit le riz et d'autre part, c'est elle qui est un peu l'espèce de fondement autour duquel s'organise la société Diola. Et pourtant, c'est une société qui avait des rites d'initiation où les hommes jouaient un rôle important. Mais tout ce qui était lié à la vie de tous les jours, à la survie familiale, c'est là où les femmes étaient importantes et aussi dans la relation avec l'au-delà, parce que les prêtres, les prêtresses en l'occurrence, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui font les cérémonies religieuses, ce sont les femmes qui font les cérémonies traditionnelles. Et je crois que tout ça, qu'on le veuille ou non, ça se traduit dans l'éducation qu'on reçoit. Et c'est en ce sens que je n'ai jamais eu de difficulté à me percevoir dans un processus de lutte et de transformation. À travers Yewi Yewi, première organisation féministe au Sénégal, une organisation qu'elle met en place avec des amis dans les années 80, Marie-Angélique connaît bien le combat. Beaucoup de paroles et d'encre ont coulé au sujet de ces femmes hors du commun. Elles ont affirmé leur adhésion au féminisme. C'était pas facile à cette époque où parler du féminisme, d'abord une femme qui faisait de la politique était très très mal vue. Bon, à plus forte raison, se démarquer, condamner des actes tels que traditionnels, tels que la polygamie, combattre des choses telles que l'excision, parce que c'est des choses qu'elles ont posées il y a très longtemps. Beaucoup d'hommes au Sénégal nous ont vécu comme une espèce de photocopie du mouvement féministe tel qu'il se donnait en Occident, à savoir une espèce d'antagonisme viscéral vis-à-vis des hommes. Et ça, je l'ai vécu avec d'autres femmes avec qui j'étais en mouvement, qui quelque part avaient toujours l'impression que tout ne nous était pas possible, tout ne nous était pas permis. Quand on lançait ce mouvement, c'est vrai que c'était dans un contexte où les gens ne comprenaient pas tellement, au fond, quels besoins des femmes sénégalaises pouvaient éprouver à se qualifier comme féministes. La plupart des journalistes avaient prévu la mort immédiate de Yewi Yewi. Et je me rappelle aujourd'hui qu'à cette assemblée, il y avait une grande personnalité française qui aujourd'hui est devenue la première dame de notre pays. Elle avait dit qu'elle ne croyait pas au mouvement Yewi Yewi. La même dame est revenue quelques jours après, parce que le lendemain même, ce n'est même pas quelques jours, le lendemain, parce que c'est le lendemain qu'on avait organisé le forum à Blaise Senghor. Et c'était tellement bien organisé qu'elle était impressionnée. Et elle a eu à dire, eh bien, je retire ce que je viens de dire. Le cœur de Yewi Yewi est toujours là. On suit, en tout cas, les problèmes afférents aux femmes et on essaie, avec les moyens du bord, de nous relancer, hein, de remettre les problèmes sur la table et d'essayer d'en discuter pour que Yewi Yewi ne disparaisse pas. Et elle ne peut pas disparaître de toutes les façons parce que les problèmes des femmes sont toujours là. Notre révolte ne pouvait être que dure, ne pouvait être que violente parce qu'elle allait à l'encontre de privilèges et de préjugés que les hommes avaient. Ce que je crois qui était important, et c'est pour ça qu'il fallait être dur au départ, et il fallait être fort aussi intérieurement, pour expliquer aux gens que notre situation n'est pas quelque chose que Dieu a créé, que c'est la société qui avait dans son évolution à créer des rôles masculins et des rôles féminins. Et qu'à partir de ce moment-là, notre tâche, pour celles qui voyaient clair, et pour ceux aussi qui voyaient clair, c'est d'amener les gens à un rapport d'égalité qui était plus intéressant pour une relation à deux, pour une relation de couple, pour une relation sociale, que cet antagonisme qui ne disait pas son nom.
Perçue comme une vraie Amazone, Marie-Angélique Savané est avant tout une femme qui s'est aimée comme toutes les autres. On s'est rencontrés en plein dans une réunion d'étudiants à Paris. Il y avait l'association des étudiants sénégalais en France, l'ASF, qui organisait une assemblée générale. Et donc, nous sommes venus participer à l'assemblée générale. Il se trouve qu'à l'époque, Landing était le secrétaire général de l'association. Et comme je dis toujours, je suis tombée amoureuse d'une voix parce que je ne l'avais pas vue quand j'avais déjà planché. C'est un roman, la rencontre. C'est un livre qu'il faut écrire sur la rencontre. Bah oui. On s'est connus dans les années 68 à Paris. C'est tout un symbole, n'est-ce pas? C'était des années de braise, c'était des années de combat. Et puis, depuis lors, on se bat ensemble sur 10 000 francs. Il y a des choses bougent quand même. À l'époque, elle était jeune étudiante. Moi, j'étais arrivé en France avant elle. J'étais responsable de l'association des étudiants sénégalais en France. Elle ne faisait pas beaucoup de politique quand on s'est connus, mais très rapidement, elle s'est imposée comme leader dans le mouvement étudiant déjà en France, puis au Sénégal, quand elle est rentrée avec moi en 69. Et elle a fait passer quelques nuits blanches à certains ministres de la République de l'époque, dont mon oncle Hassan Sek, qui se souvient très bien d'elle et qui a été ministre de l'Éducation nationale. Dans un couple, je crois que les deux ne peuvent pas être du même tempérament. Il faut toujours qu'il y en ait un qui soit plus, disons, radical que l'autre d'une certaine façon. Quelqu'un qui mette la pression et quelqu'un qui tempère. Dans le couple Savané, c'est monsieur qui tempère et c'est madame qui met la pression. Mais fondamentalement, c'est autour des mêmes objectifs. Et je crois que ça nous permet d'avoir un cheminement équilibré, ni trop cool, ni trop chaud. Et ça nous a permis de faire du chemin ensemble. Avec Landing Savané, l'homme de sa vie, et lui 2 fils. Un autre bonheur qu'il partage. Et j'ai essayé, je crois, et c'était peut-être plus difficile comme challenge, de faire de mes enfants qui étaient des garçons, des féministes, dans la mesure où on a essayé quand même très tôt de les exposer à des idées, de les faire participer aux activités qu'on a. Enfin, je crois que lui est un peu l'exemple de ça. Il a participé à beaucoup d'activités de Yehui Yehui, il allait un peu à nos affaires, il fréquentait les gens, il voyait beaucoup de discussions dans la maison, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan aussi des idées concernant les femmes et autres. On n'a jamais eu de problème au niveau de la communication avec nos parents. On était toujours libre d'aller vers mon père ou ma mère, leur poser quelques questions que ce soit. Et surtout moi, je sais que j'étais toujours très curieux depuis que j'étais jeune, donc je passais mon temps à demander pourquoi ceci, pourquoi cela, et même aujourd'hui je fais beaucoup de la même chose. Mais je suis content d'avoir des parents à qui je puisse aller poser n'importe quelle question, que ce soit à propos de la politique ou du niveau du travail de ma mère, du féminisme, un peu de tout. Moi, depuis que j'étais très jeune, je me souviens même en 1988, quand mon père s'est présenté aux élections présidentielles, j'avais mon petit groupe de jeunes du quartier avec qui je me regroupais chaque mercredi après-midi quand on n'avait pas école et on essayait de discuter politique et tout ça. Donc j'ai toujours été très intéressé dans la politique et je sais qu'un jour, peut-être pas maintenant, je vais intégrer la politique au Sénégal. Et je suis juste très content d'avoir eu des parents qui m'ont permis un peu de voir de l'intérieur comment les choses marchent au Sénégal et nous faire voir qu'il y aura besoin pour la nouvelle génération aussi de personnes qui prendront le flambeau. En dehors des questions relatives aux femmes, l'autre spécialité de Marie-Angélique, c'est la politique. La politique à travers And Dieuf, le mouvement révolutionnaire de la jeunesse créé en 1973 par son mari Landing Savané. And Dieuf, un parti issu du soulèvement de mai 68, est resté dans la clandestinité jusqu'en 1981, date de l'ouverture démocratique intégrale avec l'avènement de Abdou Diouf. Alors, il serait important que chacun d'entre vous puisse faire le point, nous dire ce qu'il a pu voir sur le terrain et qu'à partir de là, on finalise notre stratégie d'approche. Et fondamentalement, le problème
qui était crucial, c'est le problème d'identification de nos électeurs. Au niveau de AGI, ce que j'essaie de faire depuis des années, c'est de ne pas être emberlificoté dans un cadre rigide d'un quartier ou d'une communauté, mais de voir sur le plan national ce que je peux faire et sur le plan international surtout, où par mon travail, je suis amenée à voyager, à contacter certaines autorités, à avoir des relations, à développer avec d'autres partenaires à l'extérieur. Marie-Angélique, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle a un franc-parler et dit ce qu'elle pense. Au niveau de Anne de Dieuf, je sais qu'elle est très respectée. Elle a ses points de vue qui, des fois, dérangent, c'est vrai. Mais moi, je les trouve justes. C'est quelqu'un, c'est une sociologue d'abord. Donc, elle a une autre vision des choses. Et souvent, je lui dis d'ailleurs, je dis Marie-Angélique Néné, parce que nous, on l'appelle Néné, c'est le petit nom assez intime. Je lui dis souvent, écoute, tu es trop en avance et tes idées, des fois, peuvent déranger. Mais j'avoue que les gens ont un grand respect pour elle et une grande admiration. Le parti lui reconnaît cette notoriété, le parti lui reconnaît sa place en tant que femme politique, en tant qu'élément politique qui a contribué à l'édification de ce grand parti qu'est le nôtre, le parti Anne de Dieuf. C'est une femme qui ne laisse pas indifférent dans la mesure où elle représente beaucoup pour nous autres femmes. C'est un exemple. Elle peut permettre aux gens de comprendre davantage les préoccupations des femmes sénégalaises. Et vu la position qu'elle occupe sur le plan national et international, elle peut quand même être un pion essentiel sur notre échiquier dans la perspective d'une ouverture plus grande vis-à-vis du Dore. Nous ne sommes pas un peu de la même génération. Nous l'avons connue certes à travers ses écrits, à travers les combats qu'elle a menés, à travers les journées, surtout comme Femmes et Développement. Donc nous avons eu, tout d'abord, avant d'être militante, c'est ce contact que nous avons eu avec cette femme-là. Par la suite, nous avons eu la chance de militer dans le même parti qu'elle et nous avons eu la chance de la pratiquer un peu et de voir ce qu'elle représente effectivement. Donc c'est une femme qui peut servir de modèle à l'ensemble des femmes, pas seulement de ce pays, mais de l'Afrique et du monde entier. Parce que c'est une femme qui a des convictions très solides et qui se donne les moyens de réussir les actions qu'elle mène. S'il y a un vœu que j'ai en ce moment, c'est peut-être de m'impliquer plus dans le genre de ce qu'on pourrait appeler l'animation du parti, parce que je crois que nous vivons un monde beaucoup plus complexe que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On ne peut pas venir avec des idées simples, croire que parce qu'on aime quelque chose, que ça va marcher. C'est un pays très compliqué, c'est un pays fondamentalement conservateur et donc ça veut dire qu'il y a une autre manière de l'approcher et ce n'est pas seulement parce qu'on a une rigueur morale. Les gens ont besoin d'autre chose et c'est là où je me dis il y a un champ nouveau dans lequel on devrait s'investir. J'ai eu la chance donc de vivre avec Madame Savané en tant qu'assistant de Monsieur le secrétaire général Landing Savané. Nous avons bien vécu durant tout ce temps. Il y a eu certes des problèmes dans la mesure où moi, de par l'éducation que j'ai reçue en tant qu'homme, vraiment, je me voyais un peu mal qu'une femme me parle d'une certaine manière. C'est en fait l'éducation phallocrate reçue. Et donc, mais au fur et à mesure que nous avons vécu, vraiment, on s'est bien compris. J'ai dû comprendre les revendications fondamentales du mouvement féministe. C'est une grande dame, c'est quelqu'un qui a su apporter beaucoup de choses, qui a su faire respecter la femme africaine, je le dis en connaissance de cause, parce qu'étant ministre, c'était une fierté pour moi de dire que j'étais sénégalaise. Et après, quand on me demandait, vous connaissez Marie-Angélique, ma fierté augmentait davantage. Dit, ah, celle-là s'est battue pour les femmes. Ces 30 dernières années, j'ai été surtout fascinée par ce que je pourrais appeler l'avenir du Sénégal et du continent africain. Ce qui fait que toutes mes luttes, toutes les idées, le travail que j'ai eu à faire, c'était vraiment comment trouver des solutions aux problèmes que le Sénégal traverse, au type de problèmes qu'on voit en Afrique. L'Afrique, ce continent qui lui est si cher et pour lequel elle a élaboré beaucoup de recherches.
tant au niveau associatif qu'au niveau institutionnel avec son expérience aux Nations Unies. J'ai eu à travailler aux Nations Unies pratiquement pour plus de 17 ans, dans la mesure où j'ai commencé d'abord dans un institut de recherche des Nations Unies pour le développement social qui se trouve à Genève, et j'étais en charge des programmes de recherche sur les femmes et le développement. C'était la première fois qu'on mettait en évidence le travail que les femmes faisaient, pas seulement sur le plan domestique, mais où on a essayé de mesurer le poids réel qu'elles avaient dans les structures de production et dans les structures de reproduction. J'ai eu à m'occuper comme un suivi en fait, de cette recherche sur les femmes, d'une autre recherche qui était un grand programme sur les problèmes de sécurité alimentaire en Afrique. Ces deux travaux ont été l'objet de publications qui sont quand même reconnues à l'heure actuelle. Par la suite, j'ai été amenée à être conseillère spéciale du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Au moment où je faisais ce travail, j'ai été appelée par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, le FNUAP, pour venir lancer à Dakar un programme régional qui était une équipe multidisciplinaire d'appui technique. C'est par la suite qu'on m'a proposé d'aller à New York comme directrice du FNUAP pour l'Afrique. Donc l'un dans l'autre, j'ai fait quand même plusieurs années, presque 20 ans aux Nations Unies. L'Afrique a toujours été, disons, à la fois une priorité, mais aussi le parent faible dans le système des Nations Unies. Je pense que c'est lié aussi au fait que les gouvernements africains ne prennent pas vraiment au sérieux le système des Nations Unies. On ne met pas les moyens qu'il faut pour avoir une bonne représentation. La faiblesse de l'Afrique, c'est que l'Afrique d'abord est divisée. Moi, je crois qu'il serait temps que, comme on a une organisation commune qui est l'OUA, qu'il y ait un bâtiment à New York qu'on appelle le building de l'Afrique. Surtout qu'il y ait une espèce de cohérence dans le travail qui se fait, qu'on ne travaille pas en fonction d'un pays, mais en fonction d'un continent. Et je crois que c'est ça qui va donner un poids politique beaucoup plus important à l'Afrique. L'Afrique désunie, l'Afrique clouée dans la misère par une longue période d'esclavage et de colonisation. Toute une période symbolisée par un grand monument historique, Gorée. Venir à Gorée, c'est vraiment le symbole le plus puissant de ce qu'on pourrait appeler en fait le point de départ du véritable sous-développement de l'Afrique. En fait, il ne faut pas oublier que l'Afrique a eu à perdre sa force de travail la plus vaillante. Il faut que le monde sache que si le pape a tenu à venir ici et à demander pardon, c'est que ce lieu symbolise toute la souffrance du peuple noir, tout ce qu'elle a eu à endurer, mais aussi explique son présent, qui n'est pas le fait d'être un peuple d'apathiques, de gens qui ne savent pas ou de gens qui ne veulent pas le développement, mais c'est seulement notre histoire qui à un moment a connu une phase douloureuse. En dehors du pardon, il faut que la communauté internationale crée les conditions pour non pas payer, mais remettre l'Afrique sur les rails, lui donner une autre chance de suivre quand même le concert des nations. C'est là où peut-être que les gouvernements africains ont une responsabilité majeure. Il y a eu une période où le monde noir pouvait parler de son unité. C'est la période, par exemple, du Festival mondial des arts nègres. Et je crois que ce momentum a été perdu. Perdu parce qu'il y a eu des velléités politiques qui ont arrêté ce mouvement. Mais d'autre part, c'est la période où l'Afrique a connu une crise économique tellement profonde qu'on n'avait plus les moyens au niveau des États de créer les conditions de renouvellement au travers de festivals, de rencontres, etc. Il y a l'Afrique, il y a les États-Unis, il y a les Antilles, il y a la diaspora noire un peu partout dans le monde, mais on ne voit nulle part une unité de lieu. C'est vrai qu'il y a des obstacles parce qu'il y a la mer entre nous, il y a l'économie entre nous, il y a la culture elle-même entre nous. C'est peut-être là où les femmes peuvent jouer un rôle parce que c'est les femmes qui maintiennent ce ciment dans toutes les sociétés. Et si les femmes noires arrivent à s'unir, à comprendre que l'histoire de l'Afrique est intimement liée à l'histoire des Antilles, à l'histoire de l'Amérique, alors peut-être qu'il y a un espoir.
que l'espoir réel du monde, ce n'est pas d'avoir un continent entier qui copie sous la misère, mais c'est d'avoir une humanité où chacun, au fond, est heureux d'être différent.